MGM a dépensé des millions pour créer Le Magicien d'Oz, mais ils ont aussi passé des décennies à cacher la vérité. Le studio a engagé 11 scénaristes, mais n'en a crédité que 3. Ils ont renvoyé des réalisateurs et détruit des images pour couvrir leurs erreurs. Les acteurs Munchkin étaient moins payés que le chien et ont été confrontés à des conditions de travail terribles. La voix d'un acteur reste dans le film, même s'il a été remplacé et a failli mourir. Mais le secret le plus choquant, le studio a tout couvert et les fans ne connaissent toujours pas toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Lorsque L. Frank Baum a publié Le merveilleux magicien d'Oz en 1900, il n'avait aucune idée de ce qu'il avait commencé. Le titre lui-même provenait d'un classeur dans son bureau étiqueté A à G, H à N et O à Z. Le livre s'est vendu à ses 10 000 premiers exemplaires en seulement 8 mois. En 1956, plus de 3 millions d'exemplaires avaient été vendus. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit appelé le conte de fées américain préféré. Et c'était avant les films ou les comédies musicales. Seulement 2 ans après la sortie du livre, une version de Broadway a attiré d'énormes foules. La magie de Dorothy et Toto avait déjà pris racine. Tout a changé à nouveau en 1937 lorsque Blanche-Neige de Disney a stupéfié le monde. Ce n'était pas seulement un succès. Il a rapporté plus de 8 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. MGM a pris note. Arthur Freed pensait que Le Magicien d'Oz pouvait devenir une comédie musicale qui pourrait même surpasser le succès de Disney. Il avait également besoin de quelque chose de grand pour Judy Garland. MGM a payé un montant record de 75 000 $ pour les droits au début de 1938. 4 autres studios essayaient également de l'obtenir. Les films fantastiques étaient encore risqués, mais MGM ne voulait pas être laissé pour compte. Alors que Disney dominait l'animation, MGM voulait régner sur la fantasy en direct. Mais la première version d'Oz que MGM avait prévue n'était pas pleine d'émerveillement. Ils ont dit à un jeune assistant nommé William H. Cannon de supprimer la magie. À l'époque, les films fantastiques fonctionnaient rarement. Ils ont donc essayé de rendre Oz réaliste. Dans son brouillon, le Tin Man était un criminel piégé à jamais dans un costume de métal. L'épouvantail n'était qu'un idiot coincé à effrayer les oiseaux parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Dorothy n'était même pas le personnage principal. Le lion peureux était un prince maudit qui combattait les dragons. Tante M était cruelle. C'était sombre, triste et loin du monde joyeux que les gens aimaient dans le livre. Finalement, MGM a changé de cap. Ils ont ramené la magie et ont recommencé. Obtenir un script final était tout aussi désordonné. MGM a secrètement embauché plusieurs écrivains pour y travailler en même temps. Chacun avait sa propre vision. Certains voulaient plus de musique, d'autres voulaient plus de réalisme ou plus de fantaisie. Une version incluait à peine Dorothy. Au moins 11 écrivains y ont travaillé. William H. Cannon a commencé. Puis vint le poète Ogden Nash. Des scénaristes comme Noel Langley, Florence Ryerson et Herman Manwich. Même Arthur Freed, le producteur, a écrit des pages. Il ne savait pas toujours ce que les autres faisaient. En fin de compte, seuls Langley, Ryerson et Edgar Allan Wolfe ont été crédités, mais c'est le parolier Yip Harburg qui a tout mis en place juste avant le tournage. La version finale a été verrouillée le 8 octobre 1938. MGM a investi plus d'argent dans Le Magicien d'Oz que dans n'importe quel film qu'ils avaient jamais réalisé. Le budget final a atteint 2,7 millions de dollars, ce qui représenterait plus de 60 millions aujourd'hui. Ils ont utilisé de tout nouveaux effets spéciaux, des réalisateurs célèbres et des chansons originales. C'était un risque énorme. Le tournage a été long et plein de problèmes. Le personnel a été renvoyé. Les scènes ont été retournées. Les scripts n'arrêtaient pas de changer. MGM avait peur que le film échoue. Il savait qu'il devait être parfait. Le casting de Dorothy était un autre défi. Shirley Temple était le premier choix. Elle était la chérie de l'Amérique, mais son chant n'était pas assez fort. Deanna Durban, une chanteuse talentueuse, était la suivante, mais son studio ne voulait pas la laisser partir.
Judy Garland, seulement 16 ans et déjà sous contrat avec MGM, a obtenu le rôle. Mais elle ne ressemblait plus à une enfant. Pour arranger cela, ils lui ont donné un corset serré pour aplatir sa poitrine. Elle portait également un maquillage épais pour paraître plus jeune. Garland a déclaré plus tard que le corset rendait la respiration difficile. Pire encore, les premiers tests de maquillage ont essayé de lui donner l'apparence d'une poupée avec des cheveux blonds et des couleurs étranges. Elle a appelé ça son look Frankenstein. Heureusement, ses idées ont été abandonnées. Ray Bolger a d'abord été choisi comme Tin Man, mais il avait toujours rêvé de jouer l'épouvantail. Son corps bougeait comme du caoutchouc depuis ses jours de vaudeville. Il a supplié les producteurs de changer. Buddy Ebsen, qui avait été choisi comme l'épouvantail, a accepté. Mais quand Ebsen a commencé à travailler comme Tin Man, la catastrophe a frappé. La poudre d'aluminium dans son maquillage l'a empoisonné. Ses poumons se sont effondrés et il a dû être hospitalisé pendant des semaines. Jack Haley a été amené pour le remplacer. Bolger a obtenu le rôle de ses rêves et Ebsen a perdu sa chance à cause du maquillage. Même la méchante sorcière a subi des changements majeurs. Au début, MGM voulait qu'elle soit belle. Gail Sondergaard a été choisie et les tests de costumes la montrent dans des robes élégantes, avec un look mystérieux. Mais les téléspectateurs ont pensé qu'une jolie sorcière ne serait pas effrayante. MGM a changé de cap et a rendu la sorcière laide. Sondergaard a démissionné. Margaret Hamilton, une ancienne enseignante avec un visage pointu et de sérieuses compétences d'actrice, a pris le relais. Elle a accepté de porter du maquillage vert sur le visage et des prothèses effrayantes. Au cours d'une cascade, un effet de feu a mal tourné et elle a été gravement brûlée. Pourtant, elle est revenue pour terminer ses scènes. Sa performance est devenue inoubliable. Les scènes de Munchkin étaient parmi les plus compliquées de tout le film. Plus de 120 petites personnes ont été embauchées, la plupart issues du cirque ou de la scène. Certains ne parlaient pas anglais. Ils travaillaient de longues journées dans des costumes chauds. La rémunération variait de 50 à 100 $ par semaine, moins que le chien Toto, qui en gagnait 125. Des rumeurs de fêtes sauvages se sont répandues pendant des années, mais la plupart d'entre eux étaient juste fatigués et leur foyer leur manquait. Certains ont signalé de mauvais traitements et de mauvais logements. Beaucoup n'ont même pas été crédités dans le film, mais leurs numéros musicaux ont marqué l'histoire. En 2007, des décennies plus tard, un groupe d'acteurs, Munchkin survivants, a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Avant que le monde n'entende Judy Garland chanter à la place au-dessus de l'arc-en-ciel, le magicien d'Oz a été joué discrètement dans de petites villes loin des projecteurs. Le 11 août 1939, les habitants de Kenosha, dans le Wisconsin, et de Dennis, dans le Massachusetts, ont regardé la toute première version du film. Un jour plus tard, il a été projeté dans un petit théâtre à Oconam, avec seulement quelques centaines de places. C'était des essais. MGM avait besoin de commentaires honnêtes de gens ordinaires avant la version finale, et cela a fonctionné. Les spectateurs ont contribué à façonner ce qui allait devenir un classique, en montrant ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Environ 20 minutes de séquences ont été coupées après ces avant-premières. Pour les habitants de ces villes, c'est devenu un souvenir inoubliable. Ils ont pu dire qu'ils avaient vu Oz avant quiconque à Hollywood, puis Vincent Thomas, la grande première. Le 15 août 1939, le film a finalement été inauguré au Grauman's Chinese Theatre. MGM en a fait un événement. Il y avait des projecteurs, des tapis rouges et des gradins remplis de fans. 10 jours plus tard, il a été lancé à travers le pays. C'était le film le plus cher que MGM ait jamais réalisé, coûtant environ 277 600 $. Mais même avec des salles combles, le film a à peine rapporté 3 millions de dollars lors de sa première exploitation. Lorsqu'ils ont pris en compte l'argent dépensé en promotion, il était clair que le studio n'avait pas vraiment réalisé de profit. MGM a appelé cela une déception.
Ce n'est qu'avec la ressortie de 1949 que le film a vraiment rapporté de l'argent. À l'époque, le public l'adorait, mais financièrement, il a failli ne pas survivre. L'une des chansons les plus célèbres de l'histoire du cinéma a failli ne jamais être réalisée. Over the Rainbow a été filmé le 7 octobre 1938, mais lorsque la première version du film a duré trop longtemps, le patron du studio a voulu la couper. Il a dit que cela ralentissait le film. Pendant un instant, le plus grand moment de Judy Garland était sur le point d'être supprimé, mais le producteur adjoint Arthur Freed et le compositeur Harold Arlen se sont battus avec acharnement pour le garder. Ils savaient ce que cela signifiait. La chanson est restée, a remporté l'Oscar et est rapidement devenue un succès dans le monde entier. En mars 1940, elle s'était en tête des charts musicaux et donnait de l'espoir aux soldats américains pendant la guerre. Elle n'est pas seulement restée dans le film, elle est devenue une partie de l'histoire. Même avec sa musique et ses couleurs, les critiques n'étaient pas entièrement impressionnés. Lors de sa première sortie en 1939, de nombreuses critiques ont salué les visuels et les chansons, mais ont qualifié l'histoire de faible. Certains ont dit que c'était seulement bon pour les enfants, surtout par rapport à Blanche-Neige de Disney. Mais quelque chose s'est passé le 3 novembre 1956. CBS a diffusé le film à la télévision pour la première fois. Plus de 45 millions de personnes ont regardé ce soir-là. Cette seule diffusion en a fait une tradition. Les familles ont commencé à le regarder chaque année. Au fil du temps, les opinions ont changé. Ce que les critiques avaient autrefois mis en doute est devenu un symbole de la culture américaine. Ce n'était plus seulement un film, c'était quelque chose qui réunissait les générations. Le Magicien d'Oz a obtenu 5 nominations aux Oscars en 1940, mais il était opposé à un monstre de succès. Autant en emporte le vent a remporté 8 prix cette année-là, dont celui du meilleur film. Oz n'en a remporté que 2, meilleure chanson originale et meilleure musique originale. Judy Garland n'a même pas été nommée pour le prix de la meilleure actrice. À l'époque, il semblait qu'Oz avait perdu, mais au fil des décennies, les rôles se sont inversés. Oz est devenu le film que les gens aimaient le plus Ses chansons, ses couleurs et son cœur ont survécu aux récompenses et ont revendiqué sa place dans l'histoire sans avoir besoin d'un trophée pour le prouver. Mais la magie à l'écran avait un prix. Pendant la célèbre scène du chant de coquelicot, de la neige blanche tombe doucement pour réveiller Dorothy et ses amis. C'était magnifique. En réalité, cette neige était faite d'amiante pure. À l'époque, l'amiante était vendue dans les magasins comme de la fausse neige pour les décorations. Personne ne savait que c'était dangereux. Les acteurs se tenaient dedans, l'inhalaient et la laissaient recouvrir leurs costumes et leur peau. Aujourd'hui, nous savons qu'une seule exposition à l'amiante en suspension dans l'air peut causer des maladies mortelles. Ce moment d'émerveillement était, sans le savoir, l'une des scènes les plus dangereuses jamais filmées. L'homme qui a été choisi pour jouer le Tin Man a failli mourir. Buddy Ebsen a été choisi pour le rôle et de la poudre d'aluminium a été brossée quotidiennement sur sa peau pour créer la spénide métallique. Après un peu plus d'une semaine, il ne pouvait plus respirer. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et placé dans une tente à oxygène. Ses poumons étaient en train de lâcher. Il n'est jamais retourné sur le plateau. MGM l'a discrètement remplacé par Jack Haley et a opté pour une pâte d'aluminium. Ce n'était toujours pas sûr. Haley a fini par avoir une grave infection oculaire. Tout cela s'est produit juste pour qu'un personnage ait l'air brillant. C'était de la magie du cinéma, mais cela s'est accompagné d'une réelle douleur. L'actrice qui jouait la méchante sorcière de l'Ouest a subi l'une des pires blessures. Margaret Hamilton devait disparaître dans un nuage de fumée rouge et de feu. Mais lors de la deuxième prise, quelque chose a mal tourné. Le feu a commencé trop tôt et son costume a pris feu. Elle a eu de graves brûlures aux mains et au visage. Il lui a fallu 6 semaines pour se remettre. Pire encore, le maquillage vert qu'elle portait était fait de cuivre et était toxique. Elle ne pouvait pas manger d'aliments sautage solides en le portant, et les médecins l'ont averti de ne pas en mettre dans ses blessures.
Pendant des mois, sa peau est restée teintée de vert. Ce n'était pas seulement du maquillage, c'était dangereux. Bert Lahr, qui jouait le lion peureux, a souffert en silence. Son costume était fait de vraie peau de lion et pesait environ 60 livres. Certains disent qu'il était encore plus lourd. Sous les feux chauds du studio, il transpirait sans arrêt. Le costume emprisonnait la chaleur et le laissait épuisé. Il ne pouvait pas s'asseoir confortablement et devait boire des repas à travers une paille. À la fin de chaque journée, le costume sentait si mauvais qu'il fallait l'aérer. Mais il a continué, le portant pendant des mois. Le look a fonctionné à l'écran, mais c'était la misère dans la vraie vie. Ray Bolger est devenu l'épouvantail, mais son visage en a payé le prix. L'équipe de maquillage a collé un masque en latex directement sur sa peau chaque jour. Il ressemblait à de la toile de jute avec des coutures hachurées. Après des heures de tournage, le retirer était un travail lent et douloureux. Cela a laissé des sillons sur son visage qui ne sont pas partis pendant plus d'1 an. Certains disent que les marques n'ont jamais complètement disparu. Plus de 100 de ces masques ont été utilisés pendant le tournage. Sa danse joyeuse sur la route de briques jaunes s'est accompagnée d'une douleur cachée. Le Magicien d'Oz est considéré comme un classique joyeux, mais derrière ces scènes colorées se cachaient des histoires qui étaient tout sauf légères. L'une des pertes les plus surprenantes a été un numéro de danse appelé le Jitterbug. Il a été filmé en 1938 et a duré environ 6 minutes. Dans la scène, Dorothy et ses amis étaient censés danser sauvagement dans la forêt hantée après avoir été mordus par un insecte magique. Le numéro avait une chorégraphie complexe, des costumes brillants et de la musique jazz rapide. Mais après tout le travail, il a été coupé du film final. Les dirigeants du studio ont pensé que cela semblerait trop moderne et ralentirait l'histoire. Presque tout a été détruit. Seules 2 secondes environ ont survécu dans une ancienne bande-annonce. Il existe également quelques clips de répétition floues et des photos fixes. La plupart des prises point de vue ont été perdues à jamais dans l'incendie des voûtes de MGM en 1965, qui a anéanti une grande partie des archives du studio. Aujourd'hui, le seul rappel clair est une courte phrase dans le film terminé où la méchante sorcière dit qu'elle a envoyé un petit insecte en avant pour leur enlever la combativité. Il y a également eu des changements majeurs dans le script et les chansons que le public n'a jamais connues. Bien que seulement 3 personnes soient répertoriées comme écrivains, au moins 11 autres ont aidé à réécrire des scènes, à ajouter des blagues ou à améliorer les chansons sans être crédités. Yip Harburg, qui est officiellement connu uniquement comme le parolier, est celui qui a eu l'idée que Dorothy rentre chez elle en répétant « Il n'y a pas d'endroit comme chez soi ». Il a également écrit la scène où l'épouvantail, l'homme de fer blanc et le lion reçoivent leur diplôme, leur cœur et leur médaille. Ce moment n'était pas prévu dans le plan initial. Il a été ajouté rapidement lorsque les décisions de casting sont devenues incertaines. Il y avait même d'autres personnages et des concours complets au Pays d'Oz qui ont été écrits, filmés, puis supprimés plus tard. Ces changements ont été effectués si rapidement que peu de documents ont survécu. La plupart de ce que nous savons aujourd'hui provient de scripts restants et de bribes de scènes coupées. Buddy Ebsen, qui est devenu célèbre plus tard sous le nom de Jed Clampett, a été le premier acteur à jouer le rôle du Tin Man. Il a enregistré toutes ses chansons et sons et a travaillé sur le film pendant des semaines, mais le maquillage a failli le tuer. La poussière d'aluminium a provoqué une réaction allergique grave et il a dû être hospitalisé. Jack Haley a pris le relais. Mais voici quelque chose d'étrange. Dans les chansons de groupe comme We're Off to See the Wizard, ils n'ont pas réenregistré la voix de Buddy. Cela signifie que chaque fois que le Tin Man chante dans ses lignes de groupe, c'est en fait la voix d'Ebsen. Son visage n'apparaît jamais, mais sa voix est toujours dans toutes les versions du film. Certaines des 16 premières bandes originales de DVD incluent même sa version solo de If I Only Had a Heart. Ces images ont disparu, mais son chant subsiste, se cachant discrètement à la vue de tous. Il y avait aussi une romance qui n'a jamais été diffusée à l'écran. Dans les premiers brouillons, l'amour de Dorothy pour l'épouvantail était censé
être plus qu'une simple amitié. Lorsqu'elle est le retourner, au Birdino Kansas, elle était censée dire au revoir à un ouvrier agricole nommé Hank, qui était la version réelle de l'épouvantail. Il partait pour une école d'agriculture, et la scène aurait laissé entendre que les sentiments de Dorothy étaient plus profonds. Cette fin a été supprimée avant le tournage, mais il en reste des traces. Lorsque Dorothy dit « Je pense que tu vas me manquer le plus », cela semble plus personnel que le reste. De nombreux fans et certains historiens pensent que cette ligne était censée refléter la fin romantique perdue, même si elle ne s'est jamais produite. Le lien entre Dorothy et l'épouvantail semble toujours plus fort qu'avec les autres. Judy Garland n'avait que 16 ans lorsqu'elle a joué Dorothy. MGM voulait qu'elle ait l'air parfaite, ce qui a conduit à des choses très troublantes. Son régime alimentaire était extrême. On lui a dit de vivre de café noir, de bouillon de poulet et parfois juste de cigarettes. Pour la maintenir éveillée pendant de longues journées de travail, ils lui ont donné des amphétamines. Pour la faire dormir la nuit, ils lui ont donné des barbituriques. C'est ainsi que sa dépendance a commencé. Ce n'était pas un choix personnel. C'était quelque chose qui lui était imposé par le studio. Judy a dit plus tard qu'elle se sentait comme une propriété, pas une personne. À la fin du tournage, elle était accro aux 2 types de drogues. Elle a continué à lutter contre la toxicomanie pour le reste de sa vie et est décédée à 47 ans d'une overdose accidentelle. Tout cela a commencé quand elle était encore adolescente et essayait simplement de répondre aux exigences des personnes en charge. Une autre histoire qui a duré des décennies concernait les acteurs Munchkin. Ils étaient 124 et des rumeurs affirmaient qu'ils faisaient la fête tous les soirs, se saoulaient et saccageaient leur hôtel. Judy Garland a plaisanté. Un jour, en disant que la police devait les attraper avec des filets à papillons. Il y avait une part de vérité dans l'inconduite. Un acteur a été retrouvé ivre dans des toilettes et d'autres auraient flirté avec des danseuses, mais la plupart des histoires ont été exagérées. Jerry Maran, qui jouait le Lollipop Kid, a déclaré qu'il ne gagnait que 50 $ par semaine, ce qui était moins que le chien qui jouait Toto. Il a expliqué que la plupart des acteurs Munchkin travaillaient dur et n'avaient ni l'argent ni le temps pour des fêtes sauvages. Quelques-uns ont causé des problèmes, mais les autres sont restés professionnels. La légende est restée parce que les moments les plus fous ont attiré le plus d'attention. L'un des mythes les plus célèbres sur le film implique quelque chose de beaucoup plus sombre. Beaucoup de gens croyaient qu'un acteur Munchkin s'était suicidé pendant le tournage et que le corps pouvait être vu pendu à l'arrière-plan d'une scène. Le moment se produit vers la 48e minute lorsque Dorothy et ses amis traversent la forêt. Mais cette silhouette sombre n'était pas du tout une personne. C'était un oiseau. MGM avait fait venir de grands oiseaux du zoo de Los Angeles, comme des grues et des émeus, pour rendre la forêt plus réelle. Dans les versions plus récentes du film, vous pouvez clairement voir l'oiseau bouger ses ailes. La rumeur est restée. À cause de l'aspect granuleux des vieilles copies VHS, mais aucun acteur n'a disparu et personne n'est mort sur ce plateau. C'était tout un malentendu transmis pendant des années jusqu'à ce qu'il fasse partie de la légende du cinéma. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas non plus, c'est que le film a eu 5 réalisateurs différents. Le premier était Norman Taurog, qui a travaillé pendant la planification. Puis Richard Thorpe a pris le relais et a tourné 2 semaines d'images en octobre 1938. Dans sa version, Dorothy portait une perruque blonde et un maquillage épais. Elle ne ressemblait en rien à la gentille fille dont nous nous souvenons. Thorpe a été renvoyé et George Cukor est intervenu brièvement. Il a dit à Judy d'enlever la perruque et a aidé à créer son look naturel. Puis Victor Fleming a pris le relais et a réalisé la plupart du film. Mais juste avant qu'il ne soit terminé, il est parti travailler sur Autant en emporte le vent. King Vidor a terminé les dernières scènes, y compris Everything in Kansas et l'emblématique Over the Rainbow. Malgré tous ces changements, seul le nom de Victor Fleming apparaît au générique.
Le fait que le film soit si unifié aujourd'hui est presque un miracle compte tenu du nombre de mains qui l'ont façonné en coulisses. Enfin, il y a la vérité sur ce que signifiait être un acteur sous contrat chez MGM dans les années 1930. Des gens comme Judy Garland n'avaient presque aucune liberté. Le studio choisissait leur rôle, gérait leur poids et contrôlait leur apparence. Clark Gable à Solid Gable a dit un jour « Je suis payé pour ne pas penser ». Le système a été appelé Star Serfdom par le journaliste Alexander Walker. Même les plus grandes stars étaient traitées comme des outils. Ils pouvaient être forcés à jouer dans des films qu'ils détestaient, à travailler jusqu'à l'épuisement et à être punis s'ils refusaient. Les régimes alimentaires étaient stricts, les horaires étaient brutaux, et quiconque se plaignait risquait d'être mis sur liste noire ou publiquement humilié. À l'extérieur, cela avait l'air glamour, mais à l'intérieur, c'était un système basé sur le contrôle, la peur et le silence. Le magicien du magicien d'Oz semblait puissant et mystérieux, mais il n'était qu'un homme ordinaire utilisant des lumières, de la fumée et du son derrière un rideau. En 1939, cette idée de quelqu'un qui prétend être puissant tout en cachant la vérité ressemblait à un avertissement. De nombreux téléspectateurs y ont vu un message sur les politiciens et les élites. Plus tard, des chercheurs ont déclaré que le magicien leur rappelait de vrais chefs politiques de la fin des années 1800, en particulier ceux qui utilisaient le charme et de grandes promesses pour dissimuler leur manque de réponses réelles. Le magicien ne pouvait résoudre les problèmes de personne. Il ne donnait que de fausses solutions pour garder le contrôle. Tout comme les dirigeants qui comptent sur les astuces médiatiques pour gagner du pouvoir, dans le livre original, le mot utilisé pour le décrire était humbug, un mot qui signifiait fraude. L'auteur L. Frank Baum avait travaillé comme journaliste et était actif en politique, ce qui a rendu cette idée encore plus personnelle et pointue. La route de briques jaunes était plus qu'un simple chemin magique. Dans les années 1890, l'Amérique débattait du fonctionnement de l'argent. Certaines personnes voulaient qu'il soit garanti à la fois par l'or et l'argent. Dans le livre original de 1900, les chaussures de Dorothy étaient en argent et elle marchait sur une route en or. Ce n'était pas aléatoire, c'était un symbole. Au moment où le film est sorti, en 1939, le pays était plongé dans la Grande Dépression. Les gens étaient désespérés de voir quelqu'un les conduire en sécurité, mais parfois, ils suivaient le mauvais chemin. La cité d'Émeraude avait l'air parfaite de loin, mais elle était construite sur l'illusion. Les citoyens devaient porter des lunettes vertes, ce qui rendait tout plus beau qu'il ne l'était. C'était un rappel que les gens accordent souvent trop de confiance à des dirigeants ou à des systèmes qui pourraient être faux ou vides. L'utilisation de l'or et de l'argent n'était pas seulement jolie. Elle reflétait des craintes politiques et économiques profondes qui étaient encore fraîches dans l'esprit des gens. La couleur a changé à jamais grâce au magicien d'Oz. Avant 1939, les studios considéraient la couleur comme un ajout amusant, pas comme quelque chose d'important. Cette année-là, seuls 15 films utilisaient la couleur. Mais celui-ci a fait quelque chose de nouveau. Il a utilisé la couleur pour raconter l'histoire, pas seulement pour avoir l'air bien. Le passage du sépia terne au Kansas aux couleurs riches et vives d'Oz a choqué le public. Il en coûtait 3 à 4 fois plus cher d'utiliser le procédé Technicolor, mais le risque a été payant. Soudain, les réalisateurs ont considéré la couleur comme aussi puissante que la musique ou le dialogue. La route de briques jaunes, les chaussures rubis et la cité d'Émeraude sont devenues une partie de l'histoire du cinéma. Après Oz, les studios se sont précipités pour utiliser la couleur. En 1965, 22 des 25 meilleurs films étaient en couleur. Même aujourd'hui, les cinéastes copient le passage du sépia à la couleur ou utilisent que les couleurs pour montrer l'émotion. Tout cela a commencé avec Oz. Il n'y a pas d'endroit comme chez soi, que ces mots, ainsi que l'image de Dorothy qui claque 3 fois des talons, sont restés gravés dans l'esprit du public pendant des générations.
Depuis 1939, la phrase a été utilisée dans des discours, des livres et même dans le sport. Les politiciens l'ont utilisée pour parler de communauté et de valeurs. Des écrivains comme Salman Rushdie l'ont utilisée pour explorer l'exil et l'identité. Pendant la March Madness de la NCAA, LCN est utilisée pour décrire les équipes outsiders qui reviennent pour gagner. La phrase apparaît dans la musique pop, les émissions de télévision et les pièces de théâtre. Elle rappelle aux gens le confort, les racines et la vérité personnelle. Qu'une réplique d'une jeune Judy Garland tirée d'un film fantastique puisse avoir autant de poids montre à quel point Oz est devenu profondément ancré dans la culture. Le film n'a pas seulement eu un impact lors de sa sortie, il a continué à se développer grâce à la télévision. Le 3 novembre 1956, il a été diffusé sur CBS. Cette première diffusion a tout changé. La plupart des films disparaissaient après les salles de cinéma. Mais Le Magicien d'Oz a trouvé une nouvelle vie dans les salons. De 1959 à 1991, il a été diffusé une fois par an sur le réseau de télévision. Les familles se réunissaient pour regarder ensemble. Peu importe où vous viviez ou combien d'argent vous aviez. C'est devenu un événement partagé. Certains experts pensent que cela a fait d'Oz le film le plus regardé de l'histoire de la télévision américaine. CBS l'a gardé comme une diffusion nationale, ne donnant jamais les droits aux stations locales. Cela l'a rendu spécial. Plus tard, il est passé au câble en 1999, puis à la vidéo personnelle en 1980. Mais à ce moment-là, il avait déjà gagné sa place dans la vie américaine. Le film a également inspiré des générations d'artistes. Sa chanson Over the Rainbow est devenue le premier choix de la liste des plus grandes chansons de films de l'American Film Institute. Salman Rushdie l'a appelée sa première influence et a écrit à ce sujet en tant qu'adulte. David Lynch a dit que c'est à son film préféré et a utilisé les thèmes d'Oz dans Sailor et Lula et Twin Peaks. Il a même dit qu'il pense à Oz tous les jours. Le documentaire de 2022. Lynch, Oz a exploré cela en profondeur. Les films fantastiques comme Harry Potter et les comédies musicales comme Wicked empruntent des idées directement à Oz. Fantasia et Blanche-Neige de Disney montrent également son influence à maintes reprises. Les artistes reviennent aux mêmes idées, le voyage de soi, la ligne entre le réel et l'imaginaire et le pouvoir. De la croyance. Le Magicien d'Oz n'a pas seulement raconté une histoire, il a ouvert la porte à des milliers de personnes